Bonjour à tous et bienvenue dans Face au droit fiscal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'avenir de la fiscalité française. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Dauphine Cambournac. Vous êtes déléguée aux affaires fiscales et financières chez Syntec Numérique. Bonjour Anne-Dauphine. Bonjour Laura Jane. Et Maître Alain Recoul, avocat associé au cabinet Arsène Taxan. Bonjour Maître Recoul. Bonjour Laura Jane. Alors, première question, le projet de loi de finances 2015 est actuellement en discussion. Quel en est le contenu dans les grandes lignes ? Alors, un projet de loi finance a pour objectif de présenter à l'Assemblée et au Sénat les prévisions de recettes et de dépenses de l'État. Donc, l'ensemble des impôts qui vont être prélevés, l'ensemble des taxes, mais aussi l'ensemble des frais de fonctionnement, comme le ferait une entreprise au final, dans son business plan pour prévoir l'avenir. Cette année, le projet de loi de finances est au niveau fiscal quasi vide, puisqu'il n'y a pas de grosse réforme qui est prévue. Qu'est-ce que vous pensez de son contenu ? Alors il faut distinguer le contenu technique, assez faible, comme l'a dit Anne-Dauphine, et le ressenti par les entreprises. Sur le contenu technique, il est satisfaisant dans la mesure où il marque un arrêt clair de l'augmentation des taxes ou de la création de nouvelles taxes. Et la poursuite de la feuille de route décidée par le gouvernement, suppression progressive des petites taxes, CICE. Le ressenti, en revanche, est exactement inverse, car les messages contradictoires sont adressés aux acteurs économiques en France ou à l'étranger. Quelques exemples. Les pigeons bis, avec l'amendement surprise des députés socialistes conduisant à appliquer les prélèvements sociaux sur des dividendes, amendement retiré depuis par le gouvernement. Les messages adressés à la Commission européenne, la lettre de Michel Sapin au vice-président qui décrit l'effort supplémentaire réalisé sur le budget 2015, qui ne repose pas uniquement sur des nouvelles réformes ou des économies substantielles, mais sur des mesures nouvelles à venir antifraude. Le renforcement de la cellule régularisation, qui passe à 140 personnes, et les actions judiciaires, les pénalités contre un certain nombre d'établissements bancaires étrangers. On ne peut que se féliciter de la lutte contre la fraude, mais on ne doit pas financer nos dépenses et nos déficits structurels par des recettes exceptionnelles et non récurrentes. Enfin, les autres mesures qui vont intervenir pendant le débat, qui risquent d'intervenir par amendement. À quoi bon, en réalité, d'avoir un texte équilibré au départ si on doit le noircir pendant les débats ? Donc je pense notamment aux mécanismes visant à contraindre les entreprises à déclarer des schémas d'optimisation. On a un texte, effectivement, pour l'instant, très léger, mais qui risque de se noircir. Mais alors justement, est-ce que ça ne répond pas à la demande de stabilité fiscale à la fois des entreprises et des contribuables ? Les entreprises comme les particuliers ont été soumis ces dernières années à une très grande instabilité fiscale. On a fait, défait des lois et ça crée un risque certain. En fait, comment est-ce qu'on peut anticiper son avenir, prévoir quelles vont être ses dépenses, faire les économies nécessaires pour payer les impôts si on ne sait pas quel impôt on va payer ? Donc, oui, la stabilité fiscale est primordiale. Primordiale pour vous, pour les entreprises, pour tout le monde. Mais pour qu'elle aide au rétablissement de la croissance française, cette stabilité, elle doit d'abord être anticipée, puisque la fiscalité, elle doit être incitative. Il faut expurger les difficultés qui existent actuellement. Et il faut donc pour ça simplifier et alléger la fiscalité avant de stabiliser. En fait, il faut faire des réformes de profondeur et pas simplement poser des rustines. Alors justement, selon vous, quelles sont les réformes qui, à ce jour, sont nécessaires et qui n'existent pas forcément ? Alors le besoin de simplification et d'allègement de l'impôt est absolument nécessaire, ainsi que la simplification sur la déclaration et le reporting. C'est la première des priorités pour les entreprises et c'est une priorité qui a été comprise par le gouvernement. Nous avons un chantier de simplification qui est en train d'avancer de manière très positive. Tout ça suppose très clairement une majorité qui partage la même feuille de route que le président de la République et que le gouvernement, qui a été fixé il y a maintenant plus d'1 an. Cela suppose aussi peut-être une opposition qui, dans le cadre d'une union nationale, sur ce sujet majeur des entreprises, accompagnerait et défendrait la même politique. Or, en fait, nous sommes en train de souffrir, au plan économique, non pas de politiques ou de gouvernements qui ne sont pas à la hauteur, mais du fait que nous faisons et défaisons les mesures à chaque changement de majorité ou à chaque changement de gouvernement. La dernière fois qu'un pays a fait ça en Europe, c'était en Angleterre, avant Thatcher, où les travaillistes et les conservateurs ont fait et défait les lois, chacune très bonne,
mais fait et défait les lois, avec Edward Hayes, avec Harold Wilson, avec James Gallagher. Le résultat, il est simple, il est connu. Chômage, perte de confiance et niveau de vie des Anglais qui a été inférieur à la moyenne européenne. Donc il ne nous manque pas une dose de libéralisme, il ne nous manque pas une dose d'étatisme, il nous manque d'être pragmatique et d'être constant dans l'application de nos mesures. Le deuxième besoin en fiscalité, c'est aussi de reprendre un peu de la hauteur et de laisser la fiscalité aux techniciens et d'arrêter de faire du populisme et des sondages qu'on retrouve en réalité dans la loi de finances. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est intelligent de demander à des personnes qui ne financent pas les allocations familiales, sont-ils d'accord pour que leurs voisins un peu plus aisés puissent voir leur allocation plafonnée? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela crée de la valeur? Non. Est-ce que c'est normal que depuis des années, on fasse sortir des ménages de l'obligation de payer un impôt, même minimum? Non. Est-ce normal que l'on dise que déduire des charges financières au niveau des entreprises, c'est une niche fiscale? Non. Donc il faut reprendre la hauteur, être constant, il faut en réalité rétablir l'adhésion à l'impôt de tout le monde, les entreprises comme les particuliers. Et cette adhésion suppose qu'il y ait un minimum de points communs entre la majorité et l'opposition. Et alors, quelles seraient les priorités pour éviter une fuite des capitaux français vers l'étranger? Pour définir les priorités à mettre en place pour éviter une fuite des capitaux à l'étranger, il faut d'abord s'interroger sur les causes de cette fuite. Cette fuite, elle est due à plusieurs raisons. D'abord, le poids de plus en plus important des impôts, tant pour les contribuables que pour les entreprises. Dans certains cas, on arrive à des taux qui dépassent les 60-70%, c'est confiscatoire. Qui a envie de travailler s'il doit donner la plus grosse majorité de ce qu'il gagne à l'État? C'est décourageant pour les entreprises. C'est décourageant. Ensuite, on voit une très très grande complexité du système français. Pour chaque impôt, il y a des crédits d'impôt, des exonérations, des choses à remplir, des documents, des CERFA, des dates limites. C'est très très contraignant, c'est très compliqué. Un particulier qui a un minimum, un salaire, éventuellement il a peut-être un appartement. S'il le loue, son appartement, il doit remplir des obligations supplémentaires. Tout ça est très complexe et difficile à comprendre. Quand on se met au niveau d'une entreprise, il faut multiplier cette difficulté par 10, par 100, parce que les contraintes sont beaucoup plus élevées. Il y a de plus en plus de documents à remplir et de démarches à faire. Et ça, pour les entreprises, ça devient très lourd. En plus, les nouvelles réglementations tendent à complexifier encore la création d'entreprises en France. Il y a beaucoup de freins qui sont mis à l'investissement dans les sociétés. Et aujourd'hui, plus personne ne veut entreprendre en France. Alors, est-ce qu'il faudrait supprimer l'ISF pour renouer avec un écosystème entrepreneurial français viable? C'est une très bonne question, c'est une question qu'on se pose depuis des années, et c'est une question compliquée en réalité. Car l'ISF était paradoxalement plus intelligent et plus légitime quand il a été mis en place par un gouvernement de gauche, car à l'époque, il y avait des possibilités d'avoir des revenus sur les actifs du fait de la courbe des taux d'intérêt. Depuis, les taux d'intérêt sont proches de zéro. La bourse, sur 10 ans, a fait un peu moins de 1%, et donc toute taxation du capital est par construction très mal perçue car confiscatoire. Alors l'ISF a été depuis modifié par la droite, qui a supprimé le plafonnement, rétabli par la gauche avec un autre mécanisme. Et donc en réalité, on a une droite qui ne veut pas supprimer l'ISF car elle a peur d'être courageuse et de perdre des voix, et on a une gauche qui en a fait un marqueur de gauche, mais qui essaie néanmoins de rendre cet impôt idiot un peu moins idiot. Donc si on reprend la hauteur, et dans la mesure où cet impôt est clairement anti-économique, confiscatoire, et n'a jamais été imité en Europe, jamais, jamais. Et dans la mesure où nous avons une liberté totale de liberté de circulation des capitaux et des personnes en Europe, il faudrait qu'une gauche moderne et qu'une droite courageuse transmettent le même message aux Français, le même, arrêter ce qui ne fonctionne pas. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Face au droit. Au mois prochain.